Bonjour, Bonjour, François Baranger, nous avons le plaisir de vous accueillir sur Les Mille Mondes. plaisir partagé. Pour commencer, on vous connaît pour votre travail d'illustrateur de Lovecraft, mais également votre travail d'écrivain, et c'est cette dualité que nous allons interroger. Comment avez-vous découvert Lovecraft? Alors moi j'ai découvert Lovecraft comme beaucoup de gens de ma génération avec le jeu de rôle édité par Chaosium dans les années 80 et écrit par Sandy Peterson. Ce détail aura son importance. Donc quand j'ai commencé à jouer au jeu de rôle, donc j'avais une quinzaine d'années à peu près, à l'époque je connaissais Lovecraft de nom, mais j'avais encore jamais lu vraiment ses œuvres. Et du coup je me suis mis à lire du Lovecraft pour mieux jouer au jeu de rôle, pour mieux connaître l'univers. Et j'ai tout de suite accroché à l'univers dès le début. C'était vraiment un type de littérature qui était fait pour moi. Ce mélange de mystère, d'aventure, d'horreur, de science aussi. Et du coup, comme j'étais déjà dessinateur à l'époque, étant jeune, je savais déjà que je voulais devenir illustrateur plus tard, j'ai tout de suite essayé d'illustrer Lovecraft. Et simplement, comme j'avais pas le niveau technique à l'époque pour le faire correctement, j'étais hyper frustré de ce que je faisais et j'ai fini par laisser tomber. Et il a fallu que j'attende littéralement une trentaine d'années avant de me décider réellement à faire les versions illustrées qu'on connaît aujourd'hui. Mais au final, mon premier contact avec Lovecraft, ça a été, pour le contact approfondi, ça a été le jeu de rôle, mais même d'une certaine manière, quelques mois avant, je pense, j'avais entendu parler du nom, la simple mention du nom Cthulhu par le fameux morceau de Metallica qui était sorti à peu près au même moment sur l'album Ride the Lightning en 1984, le fameux instrumental qui s'appelle The Call of Cthulhu. Et je pense que c'est la première mention de Cthulhu que j'ai vue de ma vie, et c'est peut-être en partie pour ça que j'ai été attiré par le jeu de rôle qui s'appelait L'Appel de Cthulhu, parce que j'avais connu l'instrumental de Metallica. Comment en êtes-vous donc venu à l'écriture? L'écriture, en fait, c'est... Je ne suis pas vraiment venu à l'écriture. C'est... Comme beaucoup d'artistes, j'ai une espèce d'univers créatif intérieur qui est sans arrêt en bouillonnement. J'ai toujours plein d'idées sur plein de sujets. À une époque, j'ai fait de la sculpture, de la musique, des courts-métrages. Des fois, quand on est artiste, on sait pas tellement... On a plein d'idées, un bouillonnement créatif, et on ne sait pas tellement forcément comment l'exprimer. Et donc, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires, en fait. Et comme je dessinais beaucoup étant jeune, de fil en aiguille, je suis devenu illustrateur professionnel. Et l'illustration, c'est une façon de raconter une histoire. Quand on fait une illustration, on raconte une petite histoire dans un format défini, mais on raconte une histoire. Et finalement, ça m'a jamais quitté l'envie de raconter une grande histoire. Or, une grande histoire longue, on ne peut le faire qu'en écriture ou au cinéma. Et donc, pendant longtemps, j'avais envie d'écrire des romans, mais je ne m'en sentais pas légitime. Moi, j'étais un petit dessinateur, je faisais des petits Mickey. Quand on fait ça, on ne se croit pas capable d'écrire et d'être publié comme romancier. Et puis un jour, je me suis dit, bon allez, j'essaie, on verra bien, quoi. Donc je l'ai fait pour moi, au début même sans avoir forcément l'intention d'être publié un jour. Et puis quand j'ai eu terminé mon premier essai de roman, qui était donc Dominium Mundi, j'ai eu la chance d'être publié, et j'ai eu la chance que ce soit un succès. C'était pas devenu un best-seller, mais pour de l'édition d'imaginaire, c'était quand même un succès assez important, quoi. Donc c'est vraiment... il n'y a pas eu un déclic un jour où je me suis dit, tiens, je vais devenir écrivain. Non, c'est un truc qui m'a toujours trotté dans la tête, mais que j'ai mis longtemps avant de franchir le pas. La noirceur se retrouve dans la plupart de vos œuvres, si ce n'est toutes. Qu'est-ce qu'elle a d'important dans votre univers créatif? J'aime bien les choses un peu sombres, tragiques, angoissantes, etc. Et je suis pas super feel good. Voilà. C'est pas moi les histoires que j'aime, c'est des histoires qui sont empreintes de mystère. Avant tout, c'est ça qui est important chez moi, c'est le mystère. Et le mystère, on n'est pas forcément dans quelque chose de dramatique, d'horrible ou de ténébreux, si j'ose dire, mais c'est quand même souvent le cas. Et donc moi, je suis plutôt attiré par des choses qui vont être un peu dans le non-dit, dans la dissimulation, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver. Bon. Et donc ça se retrouve soit dans mes images, c'est pas pour rien que je fais de l'illustration de Lovecraft, soit aussi dans mes textes. Alors pas systématiquement, mais c'est vrai que dans mes textes, il y a toujours quand même un moment, même dans les textes les moins sombres, il y a toujours un moment où ça va déraper un peu. Ça va être soit un peu horrible, soit un peu angoissant, soit très mystérieux, etc. Et c'est vrai que c'est une composante qui est très présente chez moi. Je suis plutôt attiré par
Par exemple, en musique de film, je vais jamais écouter des musiques gaies et marrantes et rigolotes et sympas. Non, plutôt des musiques tragiques, soit de films effrayants, soit de films d'aventure un peu sombres, soit carrément de films d'horreur. Mais je vais pas écouter la musique d'une comédie. Voilà. On ne vous verra pas écrire de la cozy fantasy, par exemple. Non, ou alors c'est que j'ai fait un AVC peut-être, et que ma personnalité a changé profondément. Non, non, mais blague à part, je pense que quand on est artiste, il faut trouver ce dans quoi on s'exprime le mieux. Pas forcément ce qu'on aime le mieux, mais là où on est le meilleur, entre guillemets, c'est-à-dire là où on exprime le mieux sa créativité. Et moi, je pense que je l'exprime mieux dans les choses un peu inquiétantes, angoissantes et mystérieuses, et que si j'essayais de faire quelque chose de plus positif, je forcerais ma nature créative, et il y a peu de chances que le résultat soit intéressant. Parlons maintenant de vos publications actuelles. Quelles interactions avez-vous vues entre votre travail illustré pour Brajlon et votre tétralogie uchronique napoléonienne Ars Obscura? Alors en fait, de manière générale, je peux répondre à cette question en élargissant sur le rapport entre mon activité d'illustrateur et mon activité d'écrivain. Parce qu'on me pose souvent cette question, ça paraît tellement différent dans l'esprit des gens que cette question, je l'entends très souvent dans les rencontres. Et en fait, c'est pas si différent que ça. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les processus créatifs qui permettent d'arriver à une image ou à un texte, ce sont les mêmes. C'est-à-dire les idées surgissent dans l'esprit d'un créatif de la même manière. Après, c'est la façon de les exprimer et de les mettre en œuvre qui va être très différente. Évidemment que l'écriture et le dessin, ce sont deux outils qui n'ont rien à voir, qui sont très différents. Mais du coup, le processus créatif lui-même, en tant que tel, n'est pas tellement différent. Ce qui fait que quand j'écris Ars Obscura, quand je vais décrire un lieu, quand je vais décrire une scène, quand je vais penser à la narration, etc., ce qui se passe dans mon esprit, c'est pas différent de quand je prévois une image, quand je réfléchis au cadrage, à la composition, la position des personnages, la dramaturgie que ça va expliquer, que ça va exprimer, voilà. Comment la lumière va faire passer une idée ou une atmosphère, etc. Et donc, d'un côté, il y a le raisonnement créatif va s'exprimer dans une image, et de l'autre, les habitudes techniques mentales que j'ai prises pour concevoir une image dans mon esprit vont me servir dans l'écriture. Et très souvent, on parle de ceux qui aiment mon style d'écriture louent plutôt en général ma capacité à décrire les scènes, à rendre l'écriture très visuelle. Et je pense que ça vient directement de mon activité d'illustrateur. Dans votre tétralogie publiée chez De Noël, on retrouve des créatures dignes de Lovecraft. Verriez-vous cette création romanesque intégrer l'œuvre du célèbre auteur américain, comme un univers parallèle au sien, par exemple? Oui, bah, forcément, Lovecraft est très présent dans tout ce que je fais, que ce soit en termes visuels évidemment, mais aussi en tant qu'écrivain. J'essaye pas forcément de faire entrer du Lovecraft au forceps dans tout ce que j'écris, mais c'est vrai que dès que j'ai la possibilité de le faire, je me gêne pas pour le faire. Parce que ça m'amuse en fait de faire une sorte de pastiche Lovecraftien, je trouve ça très amusant. Et c'est vrai que dans Ars Obscura ça s'y prête parfaitement bien, parce que c'est de la dark fantasy. Donc c'est une uchronie napoléonienne qui se passe dans un univers donné historiquement et visuellement assez clair dans l'esprit des gens, dans lesquels j'injecte de la fantasy, pas de la cozy fantasy dont on parlait il y a 2 secondes, hein, de la fantasy bien sombre, avec des personnages qui sont toujours un peu dans les zones grises, qui sont jamais ni bons ni mauvais, comme dans toute bonne dark fantasy. Et en même temps, il y a aussi un côté fantastique avec beaucoup de créatures, de monstres dont on ne comprenne pas très bien d'où ils viennent, ni pourquoi ils sont là. Et ces monstres, forcément, dès que je commence à les décrire, je m'amuse à le faire à la manière de Lovecraft. Et il y a aussi, comme c'est un roman choral et qu'on suit beaucoup de personnages, il y en a une partie qui se trouve en Russie, sans trop dévoiler de l'histoire, mais qui se trouve dans une espèce de secte assez effrayante. Enfin bon, je ne vais pas trop en dire, mais dans cette secte, il y a aussi des rituels qui sont très gore et très horrifiques, où là, j'écris vraiment en me mettant dans l'esprit d'un des suiveurs de Lovecraft, ou les écrivains qui, quelques décennies après sa mort, ont essayé d'écrire à sa manière. Bon, je fais un peu la même chose dans ces scènes-là, en m'amusant à écrire ces scènes comme si elles faisaient partie d'une nouvelle de Lovecraft. Après, si on veut être honnête, ça représente 10% du roman, pas plus. Hein. C'est plus un clin d'œil que vraiment une influence importante, quoi. Donc on a beaucoup parlé de Lovecraft, comme souvent avec vous. Quels autres artistes vous inspirent dans vos créations?
Alors, moi j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que les influences et les inspirations, c'est assez diffus. Pour un artiste, enfin en tout cas pour moi, c'est toujours difficile de faire la part des choses, de dire, et que, par exemple, en ce moment, on me demande souvent d'où m'est venue l'idée d'Ars Obscura, et parce que c'est ma série actuelle. Je suis incapable de répondre à cette question. Je ne sais pas à quel moment, tout à coup, je me suis dit ce serait amusant de faire une uchronie napoléonienne avec de la magie noire. Voilà. Je ne peux pas dire d'où ça vient. Et en revanche, je peux dire quels sont les artistes que j'admire le plus. Et parce que souvent, quand je vais faire une image ou écrire une scène, je vais me dire, tiens, bah, cette scène ou cette image, j'aimerais bien qu'elle rappelle le style de tel artiste. Et donc, comment cet artiste l'aurait fait? J'essaie de me mettre dans son esprit à lui. Évidemment, c'est complètement illusoire, on ne peut pas y arriver réellement, mais c'est une façon de se chauffer en termes d'inspiration. Et après, on arrive à un truc qui souvent n'a rien à voir avec ce qu'on avait en tête au départ. Mais ça permet de se donner un objectif à viser dans le lointain. Et donc, par exemple, en termes visuels, moi je suis un immense admirateur du réalisateur Ridley Scott, pour plein de raisons cinématographiques pures, vraiment pour son cinéma, mais aussi pour son aspect visuel. Avant tout, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui a fait des études de beaux-arts, qui fait lui-même ses storyboards, donc c'est un dessinateur. C'est évidemment un immense amateur de peinture classique, et en particulier de peinture du 19e, qui moi me plaît énormément aussi. Et donc ça se ressent énormément dans certains de ses films, et c'est vrai que moi c'est un style que j'essaie de trouver. Donc par exemple, pour pitcher ma série sur le Lovecraft illustré, très souvent je dis que j'essaye de faire des images comme si elles étaient tirées d'un film réalisé par Ridley Scott. Et moi j'adorerais voir ça, j'adorerais voir Lovecraft mis en image par Ridley Scott. Et donc à l'arrivée, je ne pense pas que ça ressemble réellement à de Ridley Scott, à l'arrivée ça ressemble à du Baranger, mais en me donnant cette espèce d'objectif lointain de faire quelque chose à la Ridley Scott, bah, ça permet d'enclencher la machine et d'arriver au final à mon style à moi. Donc je pourrais le citer lui, en écriture je pourrais citer Dan Simmons. Dan Simmons, le fameux auteur de Hyperion, à l'échiquier du mal et de tant d'autres romans que moi je trouve formidables. Quelqu'un qui a un univers d'une richesse incroyable, qui arrive à manier à la fois des références littéraires assez pointues et de faire du vrai imaginaire, du vrai fantastique, de la vraie SF qui va vraiment au bout des choses, qui a une narration, moi je trouve vraiment formidable, et ça m'est, j'avoue, arrivé assez souvent en écrivant des scènes de me dire, tiens, cette scène, comment Dan Simmons aurait pu l'écrire, voilà, et d'essayer de me mettre dans ses pas. En termes illustratifs, après sur Lovecraft en particulier, je crois que deux de mes influences les plus importantes, c'est Druillet et Giger. Alors Druillet parce que c'est un dessinateur que j'ai découvert quand j'étais adolescent avec Les Voyages de Lon Sloan. C'est une BD qui m'a profondément marqué, qui est très imprégnée de Lovecraft. Il a d'ailleurs illustré Lovecraft par la suite, Druillet. Et ce côté très malsain, parce que c'est très malsain des fois, Druillet, c'est très bizarre, et à la fois gigantesque. C'était des grands albums à l'époque qui étaient publiés dans une collection qui s'appelait l'Histoire extraordinaire, je crois, mais à vérifier, avec des planches gigantesques, énormément de petits détails, faits à la plume, très fin, etc. Et moi ça me fascinait, je passais des heures à les regarder, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui je fais des illustrations très grandes avec énormément de détails. C'est vraiment mon côté Druillet. Et Giger, pourquoi? Parce que Giger, c'est donc un illustrateur, peintre suisse, fantastique, qui est devenu très célèbre au moment où Ridley Scott a fait appel à lui pour designer l'Alien de son premier film. Et donc c'est un peintre, lui aussi très inspiré par Lovecraft, qui a pas mal illustré Lovecraft, et qui fait des choses qui sont à moitié abstraites, à moitié figuratives, mais toujours hyper malsaines. C'est pas pour les enfants, c'est très 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 bizarre à regarder par moments. Mais il arrive à faire des choses qui sont à la fois dérangeantes, horribles, malsaines, presque porno par moments, tout en étant élégant. C'est-à-dire que c'est toujours classe, c'est toujours raffiné. Il peut dessiner les pires horreurs du monde, il y aura une certaine élégance à travers ça. Et j'aime bien cette attitude, cette approche du fantastique, et en particulier de l'horreur. Et du coup, c'est quelque chose que je garde présent à l'esprit quand j'illustre Lovecraft. Ok, il y a des monstres, ok, il y a des monstres dégueulasses, indicibles, innommables, avec plein de tentacules. Bon,
mais ça n'empêche pas d'essayer de rester raffiné, quoi. Voilà. Donc ces deux dessinateurs-là, pour moi, c'est vraiment deux guides très importants dans mon processus créatif. Après avoir illustré Lovecraft, pensez-vous vous tourner vers de nouveaux univers littéraires? Alors en illustration, je vais continuer à faire du Lovecraft, ça c'est à peu près certain. Peut-être pas tout de suite, une fois que j'aurai sorti Le Cauchemar d'Innsmouth là en octobre prochain, octobre 2024. Je vais sûrement faire une petite pause sur Lovecraft et revenir plus tard à ces histoires. Mais entre-temps, je vais probablement essayer de m'écrire moi-même une histoire à illustrer. Donc une nouvelle à peu près sur le même format que les nouvelles de Lovecraft que j'illustre aujourd'hui, à peu près sur le même volume de texte, mais qui serait donc sur un texte que je m'écrirais moi. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant parce que le projet est trop embryonnaire à ce stade pour vraiment en parler en détail, mais ce sera probablement en partie influencé par Lovecraft aussi. Après, c'est vrai que j'ai souvent réfléchi à quels autres auteurs j'aimerais illustrer de la même manière que je fais Lovecraft, et il y en a énormément que j'aimerais faire, mais le problème c'est que il suffit pas d'aimer un auteur ou d'aimer un texte pour que ça vaille la peine de l'illustrer. D'une part, il y a des textes qui sont pas pertinents à illustrer, où le fait de les illustrer n'apporterait rien. Il y a aussi des auteurs ou des textes où moi, je me sens pas capable de les illustrer. Et donc après, il faut trouver un texte qui soit suffisamment connu pour que ça intéresse un peu les gens. Si personne ne connaît cet auteur, autant écrire soi-même une histoire. Donc qu'il soit suffisamment connu et qui corresponde à mon style, au type d'histoire que j'ai envie de faire. Il ne faut pas non plus que ce soit un texte trop long. Si c'est un pavé qui fait 1000 pages, ça devient impossible à illustrer. Et donc finalement, quand on commence à faire des listes d'auteurs que je pourrais illustrer, on arrive très très vite à presque rien en fait, quoi. Donc je pourrais citer en vrac des quelques exemples. Par exemple, j'adorerais faire Frankenstein, j'adorerais faire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. De manière générale, de toute façon, je suis assez branché littérature gothique fin du 19e. J'adorerais faire Jules Verne, mais Jules Verne, ça a été fait tellement de fois que qu'est-ce que j'aurais à y apporter, quoi. J'aimerais bien aussi faire des choses plus respectables, moins littérature de genre, Dieu sait que j'aime le genre, mais des choses de plus grande envergure. J'adorerais faire des immenses classiques comme l'Iliade et l'Odyssée, illustrer Le Paradis perdu de Milton, ou Salammbô de Flaubert, qui a été fait d'ailleurs par Drouillet. Mais ça, c'est des choses tellement énormes, tellement massives, que j'avoue que j'ai un peu d'appréhension à l'idée de m'y frotter, quoi. Mais c'est des choses qui sont présentes quelque part dans mon esprit, comme l'a été Lovecraft pendant 25 ans. Pendant 25 ans, je me suis dit, un jour, peut-être que je ferai une illustration de Lovecraft, enfin une version illustrée de Lovecraft. Donc qui sait, peut-être qu'un jour je franchirai le pas et je ferai Salammbô illustré par François Béranger, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, quoi. Donc pour l'instant, là, c'est d'abord faire un essai sur un de mes textes à moi, et après certainement revenir à Lovecraft. Merci d'avoir participé à cette interview. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est je ne sais pas. Merci et à bientôt.